donner tout de suite la parole à Alain Vergougnou, que je présente un petit peu, même s'il n'a pas besoin, parce qu'il est suffisamment connu, mais je rappelle que c'est pour moi un intellectuel, normal supérieur, agrégation d'histoire, docteur en histoire, donc un parcours intellectuel. Il enseigne à Sciences Po et il est depuis 1992 inspecteur général de l'éducation nationale. Mais ce qui fait qu'on le connaît, notamment dans les rangs du Parti socialiste, c'est qu'il a été membre du cabinet Rocard entre 88 et 91, du cabinet de Madame Trottmann, 97-98, et du cabinet de Michel Sapin, réforme de l'État, 2000-2002. De nombreux livres, je pense que vous en trouverez sur la table à l'entrée, sur la social-démocratie, sur les discours de Léon Blum, sur les socialistes français et le pouvoir, entre 1905 et 2005, et puis des ouvrages plus récents, les avis neufs de la droite en 2006, les socialistes en 2010, et enfin le socialisme à l'époque du capitalisme. Il avait un des directeurs de cet ouvrage collectif en 2012. Voilà donc rapidement brossé. Qui va maintenant répondre le premier à cette question? Vous avez dit social-démocratie. Merci, bonjour, compte tenu du temps, il faut qu'on soit. Mais je voudrais effectivement essayer de manière un peu schématique, forcément, on ne va pas préciser les choses, répondre à la question que pose le président. Et il est évident qu'aujourd'hui, la famille social-démocrate, c'est-à-dire les socialistes, les sociaux-démocrates et les travaillistes, connaît des difficultés, et pas simplement en France. Donc la question qui se pose, c'est de savoir quelle capacité d'adaptation, où est-ce qu'il y a, ça arrive, les partis politiques ne sont pas immortels, où est-ce qu'il y a un déclin, des difficultés structurelles qui méritent d'être analysées comme telles. Je crois que c'est ça la question qui est posée. Alors, d'abord, de quoi nous parlons? Premier point, je voudrais très rapidement dire, bon, il faut partir de là, c'est-à-dire que le socialisme contemporain, on peut toujours trouver des antécédents depuis la plus longue antiquité, mais en réalité n'existe qu'avec le capitalisme, qu'avec la révolution industrielle. Et toutes les écoles socialistes, quelle que soit leur immense diversité, ont une critique du capitalisme, c'est-à-dire que le capitalisme est injuste, il crée des inégalités, le capitalisme n'est pas rationnel, il ne répond pas aux besoins réels de l'humanité, et il est amoral, Marx disait, les eaux glacées du calcul égoïste. Et toutes les écoles socialistes ont pensé ces critiques, qui d'ailleurs demeurent valables aujourd'hui, et toutes ont pensé, au début du XIXe siècle, d'une manière ou d'une autre, que la solution c'était de socialiser les moyens de production et de limiter l'économie de marché. Et c'est ça qu'on retrouve, alors les uns avec beaucoup d'intensité, les uns de manière révolutionnaire, les autres de manière réformiste, mais tous ont pensé ça. Et historiquement, il n'y a eu que 3 projets politiques qui sont entrés dans la réalité, non sans interpénétration bien entendu, mais 3 projets identifiés. Et c'est ça que je crois qui permet de bien comprendre de quoi nous parlons. Premier projet, c'est ce qu'on pourrait appeler le socialisme associé à socialisme, c'est-à-dire tous ceux qui ont pensé très fortement au XIXe siècle, mais pas simplement au XIXe siècle, que le changement devait venir par le bas, devait venir par les communautés, par les ateliers, cette fameuse formule de Proudhon, l'atelier sera un jour le gouvernement, et donc, et ceci a donné des réalités. Coopérative, ça a été une partie de l'idéologie syndicale, notamment en France, mais pas simplement en France. Le socialisme municipal a été fondé par d'anciens anarchistes, d'anciens libertaires, comme Paul Brousse en France. Donc, mais cette voie vers le socialisme qui a connu des résurgences, pensons à la notion de gestion dans les années 60, dans les années 70, par exemple, et aujourd'hui, on a toujours une réflexion de cette nature. Mais ce n'est pas le socialisme qui a dominé, parce qu'il s'est heurté à un deuxième courant, qui est le courant marxiste proprement dit, qui pensait que le changement devait venir par la prise du pouvoir d'État, la prise révolutionnaire du pouvoir d'État.
Là, ça a été la grande aventure du XXe siècle, la grande aventure communiste, sous toutes ses formes, dans les régimes, soit la Russie, la Chine, une partie du monde, de ce point de vue-là, avec l'idée qu'il fallait socialiser intégralement les moyens de production et qu'il fallait construire une économie administrée. Alors ça a marché, si j'ose dire, à peu près d'un coup humain terrible dans les premières décennies, la construction, l'industrie, etc. Puis il est apparu que le caractère non démocratique, autoritaire, dictatorial, amenait une faillite, non seulement une faillite humaine, mais une faillite économique. Et l'échec du communisme en URSS, et puis sa transformation en communisme de marché en Chine, ont sonné le glas de ce qui a été une grande espérance. Et la social-démocratie, c'est le troisième projet politique. Et il y a deux fondements, et c'est là qu'il faut voir ce que nous vivons et ce qui est plus problématique. Le premier fondement, la social-démocratie, elle s'est identifiée finalement parce qu'avant 14, Lénine était dans la zone internationale comme Jaurès. Donc les différenciations existaient, mais elles ont évidemment éclaté face au communisme. Et ce qu'on peut appeler la social-démocratie, c'est fondé sur une première réalité, le choix de la démocratie, c'est-à-dire le choix des libertés. C'est le grand débat des années 17, des années 20. Et à partir de là, un courant politique s'est pleinement identifié et s'est distancié du communisme. Et puis le deuxième fondement de la social-démocratie, il se situe, comme l'aime rappeler Michel Rocard assez souvent, dans la fin des années 30, à partir des pays scandinaves notamment. Il est arrivé qu'un certain nombre de partis, puis ensuite, ça a été le cas en 1945 dans l'Europe entière, ont pensé qu'il n'était pas nécessaire pour lutter contre les injustices, l'irrationalité du capitalisme, de socialiser l'ensemble des moyens de production. Et qu'on pouvait arriver à ce même résultat par une politique d'extension de la protection sociale, de démarchandisation en quelque sorte d'une partie de la vie humaine, une socialisation partielle de l'investissement, appuyée notamment grâce à des théories keynésiennes, une politique des revenus, avec une politique fiscale redistributive, et puis la réalisation de ce qu'on a pu appeler des compromis entre le capital et le travail, l'État et le marché, la solidarité et l'efficacité économique. Et donc la social-démocratie, dans toutes ses acceptions et dans toute sa diversité européenne, en fond, elle s'est fondée sur ces deux réalités-là. Le choix de la démocratie et le choix d'une capacité d'intervention de la démocratie dans l'économie avec la réalisation d'un compromis capital-travail. Alors bien sûr, il y a eu des différenciations en Europe, selon les pays, les cultures, les rapports de force. Vous avez dans les trois familles européennes, qu'on peut voir, la famille communiste, la famille social-démocrate au sens propre, et qui, elle, avait une réalité structurelle, des liens très forts avec les syndicats, avec les sociétés organisées, et puis la famille socialiste d'Europe du Sud, avec des liens plus lâches avec les syndicats, des partis plus électoraux, et donc, mais grosso modo, quelles que soient les différences, c'est ça la réalité du socialisme européen. Or, ceci a été profité de conditions favorables, dans ce qu'on a appelé en France les glorieuses, dans les années 50, 60 et encore 70, et les compromis étaient largement faits dans des États nationaux. Donc, c'était des compromis nationaux, bénéficiant de conditions particulières, finalement assez favorables paradoxalement à la guerre froide, qui a permis l'unité de ces partis, des conditions économiques, de l'énergie, etc. Et puis des sociétés relativement homogènes, avec des rapports de force équilibrés entre les syndicats et les patronats. Or, le problème, et j'arrive à la deuxième partie rapidement, le problème c'est qu'aujourd'hui, ces conditions sont en cause. Et c'est ça la vraie question. Parce qu'on peut dire que depuis, en fond, le début des années 80, la fin des années 70, et ça s'est accentué au fil des décennies, on est passé dans une autre réalité. La réalité fondamentale de la mondialisation, et une mondialisation libérale. Et avec le basculement de la Chine dans une forme d'économie de marché autoritaire, le monde est devenu un marché. Et Marx, finalement, avait raison. De ce point de vue, il y a une marchandisation
du monde entier, et ça a déséquilibré les rapports de force entre le capital et le travail. Et deux raisons. Le capital est plus mobile que le travail, et l'économie est devenue de plus en plus financière, avec la domination du capitalisme financier, et puis des centaines de millions, voire des milliards de travailleurs sont arrivés sur le marché mondial. Et tout ça a évidemment changé les conditions et rendu beaucoup plus difficiles les équilibres sociaux qui avaient été construits dans la période précédente. Et le point tournant, et nous en France on est bien placés pour le savoir, c'est le début des années 80, dans le fond, avec la première grande expérience en 1958 de la gauche au pouvoir, derrière François Mitterrand, et on a eu évidemment ce grand débat et le grand choix de 1983, 82-83, avec évidemment l'idée que dans le monde tel qu'il était, le keynésianisme dans un seul pays, ce n'était pas possible. D'où d'ailleurs le choix qui a été fait par la plupart des partis européens, qui au départ étaient assez divisés sur la question européenne, c'est de trouver au niveau européen les moyens qui manquaient désormais à chaque État national. Et d'où c'est le grand pari de François Mitterrand et de quelques autres, c'est-à-dire de l'européanisation, de la construction de l'Europe. Donc ça a changé beaucoup les conditions initiales. Mais très rapidement aussi, nous y reviendrons, il n'y a pas que ça. Il y a des évolutions de société qui sont très importantes, et notamment le fait que les sociétés qui ont évolué depuis les années 60, 70, 80, sont des sociétés beaucoup travaillées par l'individualisation, fragmentées, avec des changements socio-professionnels extrêmement importants, les classes ouvrières qui existent toujours mais qui sont fragmentées, diffuses, la réalité de l'immigration, et donc tout ça a changé aussi les conditions sociales, qui étaient les conditions sociales des grandes politiques social-démocrates en Europe, telles qu'elles avaient été pratiquées avant. Donc on a et puis le troisième changement fondamental, le président faisait l'allusion, c'est le problème évidemment, qui est cette fois-ci un peu endogène, du coût croissant de l'état de la protection sociale, avec le vieillissement des sociétés, parce que tout ça avait été conçu à des moments où l'espérance de vie était plus faible, donc il n'y avait pas le même problème, par exemple, pour les régimes de retraite, et on était dans des situations de plein emploi, des années 50, encore jusqu'aux années 70. Donc on voit qu'il y a toute une série de conditions qui changent, et qui doivent qui éclairent les problèmes où nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équilibres politiques et les exercices du pouvoir, mais c'est vrai en France, mais ce n'est pas simplement la réalité française, on l'a vu dans d'autres pays européens dans les années 2000, aujourd'hui les exercices du pouvoir sont beaucoup plus complexes parce que les arbitrages sont plus durs à réaliser. Dans des situations de plus faible croissance, il y a donc moins, c'est banal, mais c'est la réalité, donc il y a moins à redistribuer. Or, il faut financer de plus en plus le coût d'une protection sociale qui a été quand même la plus avantageuse dans l'histoire du monde. Et donc, c'est tout à fait important. Or, les ressources fiscales diminuent, le capital est difficile à imposer parce que justement, il est très mobile, et la société elle-même, il y a des besoins, il y a des revendications, il y a une individualisation, et on voit bien qu'il n'y a pas que les partis socialistes, sociaux-démocrates, travaillistes qui connaissent le problème, c'est les grands syndicats aussi, de ce point de vue-là. Donc voilà le grand problème qui est devant nous, et donc la question qui est posée, et il faudrait ajouter à ça le changement des conditions de la vie politique, la digitalisation, les réseaux sociaux qui changent une partie de l'évidentisme traditionnel. Donc les grands problèmes qui nous sont posés, c'est de répondre à ces bouleversements. Or, ce n'est pas facile, c'est facile pour personne, parce que je ne peux pas dire non plus que le reste des forces de gauche, dont en parlant mieux que moi, ne connaissent pas de crise d'identité et de crise de l'adaptation. Et donc, je terminerai, pour respecter les temps, par les quatre grands problèmes, à mon avis, qui demandent de réflexion et qui sont devant nous. Premier problème, qu'est-ce qu'on fait dans des sociétés où la croissance est plus faible et donc moins inclusive? Parce qu'on peut dire, nos sociétés étaient droguées, addictes,
dirait aujourd'hui, à la croissance. Et c'est pour ça que la nostalgie de cette époque de croissance. Or, on sait, on n'aurait pas dans le débat, mais de toute façon que la croissance sera plus faible. Donc nous sommes dans des sociétés où la croissance étant plus faible, les ressources sont moins présentes et le partage est plus difficile de ce point de vue-là. Et Piketty l'a bien montré, et les inégalités augmentent, hein, parce que si le taux de rentabilité du capital est plus fort que la croissance, les inégalités augmentent. Ça, c'est la première grande question. On voit bien que beaucoup de débats contemporains s'éclairent à partir de là. Deuxième grande question, je ne sais plus mentionner, c'est que les social-démocraties ont commencé, mais elles vont devoir ajouter à dans leur politique la nécessaire transition écologique. Et dans le fond, on pourrait dire simplement que, historiquement, la social-démocratie, c'était un compromis entre le capital et le travail. Et désormais, il y a un troisième terme qui s'ajoute, le capital, travail, nature. Or, la transition écologique, c'est pas facile. Ça a un coût, ça demande un changement des organisations du travail, du transport, du mode de vie, des villes. Et ça, est-ce que la social-démocratie en est capable? La conscience se fait, mais on voit bien que ce n'est pas ça. Troisième grand problème de ce point de vue, c'est aussi l'adaptation à des sociétés qui sont plus complexes. Et il ne faut pas se tromper, il y a certes une individualisation, mais il y a aussi un désir d'ordre dans nos sociétés, qui sont bousculées, notamment les sociétés européennes, par l'affaiblissement relatif par rapport au reste du monde, par rapport à l'Asie, par rapport à la diversification culturelle. Et on voit bien tous les débats que nous avons sur la laïcité, par exemple en France. Donc comment concilier les droits des individus avec le désir d'ordre qui existe et qui exploite évidemment toutes les forces populistes et d'extrême droite. Et puis quatrième problème, j'arrête là, c'est évidemment le problème de la manière de faire de la politique. C'est-à-dire que les partis, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des vieux partis sociaux-démocrates à la suédoise, ou socialistes à la française, ou travaillistes britanniques, eh ben, ils sont face à la nécessité d'inventer de nouvelles formes de participation politique dans des sociétés plus éclatées. Et donc, les problèmes sont posés, on voit qu'ils sont très sérieux, que donc on est face, nous sommes dans un moment tournant de l'histoire, de ce point de vue, pour les familles politiques, personnellement, à laquelle je me rattache, mais qu'il y a sans doute des capacités d'adaptation, mais que ça demande des efforts particuliers et une prise de conscience de la réalité du monde, et en évitant la nostalgie de penser qu'on reviendra aux années 60, aux années 70, et en évitant aussi l'aventurisme. C'est le débat qu'on a eu par exemple avec la troisième voie de Tony Blair, le socialiste français, qui dissout la gauche, et qui dissout les valeurs de gauche dans le capitalisme. Donc voilà, nous sommes comme toujours, il faut trouver un chemin, un entre-deux, et comme le disait quelqu'un qui n'est pas socialiste, qui avait une certaine capacité, comme le disait Aristote, c'est l'entre-deux qui est le meilleur des régimes politiques. Merci beaucoup, Monsieur Dagouniou, pas simplement pour la qualité de votre intervention, ce dont ne doutez pas, mais pour la discipline que vous êtes imposée, comme on a dit sur l'éducation, c'est pile au bout de 20 minutes.